Voilà. Madame Nguyen, à vous la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Anne Nguyen, infirmière libérale. J'exerce sur Montbéliard dans le Doubs. Donc, je suis membre élu du bureau de votre union régionale des infirmières et infirmiers libéraux. Et donc, ce premier webinaire auquel vous assistez aujourd'hui est une nouvelle action dans le but de vous apporter de nouvelles connaissances en oncologie ou de les compléter, et aussi de favoriser les interactions entre les infirmières libérales et nos collègues hospitaliers. Voilà. Nous menons cette action avec notre partenaire OncoBFC. Donc, c'est le dispositif spécifique régional du cancer, que je remercie, et qui est représenté par Madame Anne-Charlotte Augris, qui a contribué à l'organisation, que je remercie également. Et donc, ce premier webinaire est consacré au myélome, qui fait partie des cancers en hématologie. Et la présentation sera assurée par Madame Eva Goris, cadre de santé, Jennifer Marostegan et Mélissa Gibault, infirmières du service d'hématologie du CHU de Besançon. Voilà. Je vous remercie, donc, mesdames, au nom de l'Union et de l'OncoBFC, d'avoir accepté d'assurer cette présentation. Et donc, peu avant la fin du webinaire, nous lancerons un sondage en direct auquel vous pourrez répondre pour nous donner votre avis. Donc, je cède la parole aux présentatrices et bon webinaire à tous et à toutes. Merci. On va se présenter déjà. Alors, donc moi, je suis Jennifer, je suis infirmière en hématologie en service conventionnel depuis 6 ans maintenant, coordinatrice d'autogreffe depuis 2 ans. Et donc, voilà, là, on commence un petit peu à s'investir pour essayer de partager un petit peu les connaissances. Et donc, de même, on remercie le réseau pour nous permettre d'agrandir tout ça et de pouvoir bien communiquer entre nous tous, médecins, infirmiers libéraux, enfin voilà. Et moi, je suis Mélissa Gibault, infirmière en hospitalisation conventionnelle d'hématologie durant 8 ans, puis là dernièrement en hôpital de jour, d'hématologie toujours depuis 2 ans. Donc, je vais commencer la présentation. Il y aura 2 petites vidéos très courtes. On s'excuse d'avance pour peut-être les quelques secondes de publicité avant les liens YouTube. Alors, on commence par une première vidéo qui explique ce qu'est le myélome. Donc, en fait, cette petite vidéo, c'était un médecin qui nous expliquait que le myélome était un cancer avec des phases de rémission, mais sans guérison possible. En fait, c'est une maladie de la moelle osseuse où sont concernés les plasmocytes. Les plasmocytes, ce sont des globules blancs. Et ces plasmocytes, du coup, vont se multiplier ils vont se multiplier de façon anormale. Ces plasmocytes sont normalement présents dans le sang et non dans la moelle. Et en fait, donc on disait que c'était un cancer sans guérison possible et que en fait on pouvait parler du myélome comme d'une maladie chronique. En deuxième partie, on avait les symptômes. En fait, on voulait vous présenter une petite vidéo avec plusieurs témoignages, plusieurs patients atteints de myélome qui énonçaient les différents symptômes qu'ils avaient rencontrés. Donc, concernant le diagnostic, donc désolée, ça perturbe un petit peu notre cours parce qu'il y avait quand même pas mal de données dans ces petites vidéos. On va essayer de reprendre quand même. Donc, lorsque la maladie ne présente pas encore de signes cliniques,
et ou biologique, la découverte peut se faire quelquefois lors d'une consultation de routine chez le médecin généraliste, un bilan sanguin ou une imagerie pour quelconque autre raison. Lorsque le myélome a déjà évolué, on peut constater des anomalies biologiques telles qu'une hypercalcémie, par exemple. L'hypercalcémie va être due par une accélération de la destruction osseuse qui libère du coup du calcium. On aura une insuffisance rénale. En fait, l'insuffisance rénale est due à la surproduction des chaînes légères. Donc, vous voyez, on a un petit schéma en haut à droite du PowerPoint qui montre les chaînes légères et les chaînes lourdes. Donc, l'insuffisance rénale est due à la surproduction de ces chaînes légères qui sont normalement filtrées par les reins. On aura une anémie. En fait, les cellules clonales, les plasmocytes dont je vous parlais tout à l'heure, sont présentes en excès dans la moelle qui, du coup, empêchent le développement des autres cellules, dont les globules rouges. Donc, en fait, juste dans la première vidéo, ils expliquaient bien que dans la moelle osseuse est fabriqué 3 lignées, les globules blancs, les plaquettes et les globules rouges. Et là, l'excès de plasmocytes dans la moelle va empêcher du coup les autres cellules de se développer correctement. Et il y aura également des lésions ostéolytiques parce que en fait, dans les os, on a les ostéoblastes qui fabriquent l'os et les ostéoclastes qui le détruisent. Et en fait, les cellules tumorales favorisent la production des ostéoclastes, donc favorisent et accélèrent la destruction de l'os, ce qui crée des trous dans les os et quelquefois des fractures spontanées. Donc, un risque de fracture qui est majoré chez les personnes atteintes de myélome. Donc, le diagnostic du myélome repose sur plusieurs critères. Ouais. Donc, on a l'évaluation clinique du patient avec de fortes douleurs, une fatigue, une pâleur, des examens biologiques avec le dosage de l'électrophorèse des protéines, dont je pense que vous en entendez beaucoup parler. Cet examen, c'est un examen sanguin qui vise à séparer les différentes protéines par un champ électrique. Et il y a également le dosage de ces chaînes légères. On aura un myélogramme. Le myélogramme, c'est un geste médical qui se fait sous simple anesthésie locale, qui peut se faire en hospitalisation, en consultation, en hôpital de jour. C'est une aspiration en fait de la moelle qui se fait au niveau sternal ou au niveau iliaque. Et on aura également des examens radiologiques, donc les scanners non injectés ou low dose. Pourquoi ? Parce que ce sont des patients qui sont déjà sujets aux insuffisances rénales. Du coup, on va éviter de leur mettre un produit de contraste. IRM, TEP scanner, attention, on vous rappelle que les patients doivent être à jeun 6 à 8 heures avant l'examen. Ça vous concerne peut-être pas beaucoup, mais pas de perfusion de glucosé. Attention aux patients diabétiques. Et attention par la suite, pas de contact avec les femmes enceintes ou les enfants. Et précautions à prendre par rapport à l'élimination des urines. Et ensuite, pour les patients diabétiques, je voulais juste préciser, il faut vraiment qu'ils aient une glycémie pas très élevée parce que plus il y aura du sucre au niveau sanguin, plus les résultats du TEP scanner seront faussés. Donc, en fait, on tolère une glycémie à 1,60 g avant l'examen. Et il y a également un examen qui se fait sur les urines qui s'appelle la protéinurie. Parce que les chaînes légères qui sont produites en excès sont éliminées dans les urines. Le recueil se fait sous 24 heures. On peut également le faire sur échantillon si le recueil n'est pas possible sur 24 heures. Et ce qui nous permet du coup de retrouver une dose importante de ces protéines. Et la protéinurie permet
également d'évaluer l'évolution de la maladie et du coup l'efficacité des traitements. L'annonce diagnostique est, si possible, réalisée en présence d'une infirmière, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Par rapport aux symptômes, donc la douleur. La douleur, bien sûr, on va l'évaluer. On va évaluer la fréquence, la localisation, l'intensité. On va adapter le traitement antalgique. Sur le CHU, on a une équipe, on a un centre de la douleur avec une équipe qui peut se déplacer dans les services. Ça nous arrive quelquefois de solliciter le centre de la douleur. Surveillance des effets indésirables, notamment pour les traitements morphiniques. Et on a également des corsets que les patients peuvent porter à visée antalgique. Donc, on collabore avec un prestataire qui s'appelle Protéor, qui se situe à Besançon. Et il y a également Dijon. Par rapport aux perturbations biologiques dont je vous parlais tout à l'heure, l'hypercalcémie. L'hypercalcémie sera traitée par acide zolédronique ou Zometa, qu'on utilise en IV. Et dans les cas extrêmes d'hypercalcémie, la dialyse. Les risques de l'hypercalcémie sont des risques cardiaques et également des risques de confusion, somnolence, léthargie. Donc, si vous avez des patients à domicile un peu somnolents, un peu perdus, confus, etc., pensez bien à ça. Ça peut être le cas. L'insuffisance rénale aiguë, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est en fait dû à l'hypercalcémie et à un excès de chaînes légères libres. En fait, les chaînes légères qui sont sécrétées par les plasmocytes sont normalement filtrées par les reins. Et là, en fait, cet excès va s'accumuler dans les tubules du rein et empêche le rein de faire son rôle et de bien filtrer. Il y aura dans ce cas-là une hyperhydratation prescrite, intraveineuse, et quelquefois, dans les cas extrêmes, une épuration par dialyse. Le risque infectieux. Parce que les patients atteints de myélome ont un système immunitaire qui est affaibli par la pathologie et par les traitements. Donc, il y aura un traitement antiviral par valacyclovir mis en place ainsi que des vaccinations contre pneumocoque, grippe et Covid demandées. Une anémie avec des injections de PO et une transfusion de poche de sang en fonction du taux d'hémoglobine. Par rapport à la prise en charge de fractures, Donc, vous pouvez, j'allais dire, vous n'y êtes pas trop confronté à la maison, mais en fait, si. Les bassins et les matelas à air sont contre-indiqués chez les patients souffrant de myélome parce qu'il y a un risque de fracture qui est trop importante. On peut collaborer avec des traumatologues ou des neurochirurgiens en fonction de la localisation de la fracture. Et quelquefois, il y a des interventions chirurgicales type cimento, laminectomie et enclouage. Protéor, du coup, c'est notre prestataire qui se situe à Besançon, et à Dijon, qui va être sollicité par les médecins pour faire un corset à nos patients. Donc, en fonction de la localisation, en fonction du type de fracture, si elle est stable ou non, les corsets seront différents. La mise en place du corset se fait au lit on conseille de mettre les corsets au lit parce que le tronc est plus étendu. La mesure du corset se fait au lit
et le corset sera livré dans un délai de 24 heures minimum. Les patients porteurs de corset sont interdits de conduire. Ils doivent se déplacer en ambulance couchée. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Oui. Si le corset convient plus. Si le corset convient plus, en effet, il se peut que les patients perdent du poids. Si le corset ne convient plus, les patients peuvent appeler directement Protéor, prendre un rendez-vous et se déplacer afin de reprendre les mesures et les retouches seront effectuées sur place. Voilà. Je laisse la parole à ma collègue concernant les traitements. Donc, les traitements du myélome, donc déjà à savoir que au diagnostic d'un myélome, donc le patient est déjà confronté à un diagnostic où il n'y a pas de guérison possible, donc il faut déjà prendre en compte au niveau psychologique l'annonce avec cette épée de Damoclès, où voilà, ça reste une maladie incurable. Et d'un autre côté, où le traitement est un traitement qui est d'emblée très long. C'est-à-dire qu'on part déjà sur un premier traitement à 3 ans et demi à 4 ans de traitement. Chez le sujet jeune et puis chez le sujet âgé, le traitement tant que ça marche. Donc là, on a ciblé 2 types de traitements, des patients qui sont autogreffés et des patients non autogreffés. Donc déjà, à dire que pour les traitements en début de diagnostic, il n'y a pas forcément besoin de voie centrale type chambre implantable ou PICC line pour la chimio du début. Donc du coup, les patients qui sont éligibles à l'autogreffe, c'est pour qui? Eh bien, c'est des patients qui ont moins de 70 ans. Donc déjà, il y a cet aspect d'âge où le patient est plus âgé, déjà il n'aura pas accès à l'autogreffe. Et il y a un autre aspect qui est les comorbidités, notamment au niveau cardiaque et pulmonaire. À savoir que lorsqu'ils sont en projet d'autogreffe, ils vont avoir une chimio très très intensive et donc il faut qu'au niveau cardio-pulmonaire, le patient soit apte à tolérer la chimiothérapie. Voilà, donc là, c'est un petit peu, on va passer vite fait parce que c'est vraiment les noms des traitements, mais à savoir que dans un projet d'autogreffe, il se passe déjà 4 mois de chimiothérapie en hôpital de jour, qu'on appelle quadruplette. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura de la chimiothérapie, de l'immunothérapie et des corticoïdes. Donc, notamment de l'immuno et de la chimio en sous-cutané et les patients ont à la maison de la chimiothérapie Péros. Donc, l'avantage de ces traitements, c'est qu'on diminue le temps d'hospitalisation des patients car ce sont des séances d'environ 1 heure en hôpital de jour et donc on améliore quand même leurs conditions de vie puisque ils passent moins de temps en hospitalisation. Donc, l'immunothérapie, c'est quoi? C'est un produit qui va stimuler le système immunitaire contre les cellules cancéreuses. La chimiothérapie, c'est le traitement médicamenteux qui détruit les cellules. Donc, il fait ces 4 mois de traitement et puis ensuite va venir le recueil de cellules. Donc là, où vous allez intervenir au domicile, puisque quand on arrive dans la phase de prélèvement des cellules souches, donc qui vont être utilisées pour réinjecter lors de l'autogreffe, vous allez avoir à la maison des injections cutanées de GCSF. Donc, ce sont des facteurs de croissance, donc Zarzio, je ne sais pas ce que vous utilisez, Zarzio ou Acofil, donc c'est ça qu'on a à Besançon. Qui vont en fait stimuler les colonies de granulocytes. Donc ça se fait 4 à 5 jours avant le recueil et ça a quelques effets secondaires, notamment des douleurs osseuses puisqu'on va venir stimuler la fabrication au niveau de la moelle. Donc c'est des patients qui peuvent vraiment se plaindre lors de la stimulation de douleurs assez importantes, sachant qu'ils ont des injections matin et soir.
et ça peut aussi provoquer une hyperthermie. Voilà. Ce qu'il peut y avoir aussi pour vous à la maison, c'est le fait de préserver les veines du pli du coude, puisque le recueil, en fait, se fait un petit peu, on peut l'imaginer comme une dialyse, c'est-à-dire qu'il va y avoir un cathéter posé au niveau d'un bras, branché à une machine, donc comme une dialyse qui va venir trier les cellules souches et redonner au patient avec un cathéter de l'autre côté les cellules dont on n'a pas besoin. Du coup, il faut absolument, pendant les semaines avant le recueil, bien conserver les plis du coude pour que les veines soient bien efficaces lors du recueil de cellules. Le recueil de cellules donc, se fait à l'EFS, 1, 2 à 3 jours pour avoir un greffon suffisant, généralement. Et une fois qu'on a fait ça, vient la phase d'hospitalisation pour l'autogreffe, où là, les patients sont hospitalisés 3 à 4 semaines. Donc, cette autogreffe, le traitement, ce n'est pas la greffe de cellules, mais une chimiothérapie intensive qui va détruire toutes les cellules, que ce soit les bonnes ou les tumorales. Et donc, c'est pour ça qu'on va derrière regreffer les cellules du patient afin qu'ils sortent d'aplasie. En fait, la chimiothérapie, elle est tellement intensive que ça met le patient en aplasie. Donc, ces globules blancs, ces globules rouges et ces plaquettes vont être complètement au plus bas. Ça va remettre un petit peu de temps à se refabriquer. Donc, l'injection des cellules souches qu'on a prélevées en amont va servir à ce que le patient ressorte plus rapidement d'aplasie. Voilà, donc en fait, l'autogreffe, elle sert à limiter la toxicité du traitement. Au niveau de cette hospitalisation, il y a plein d'effets secondaires, mais voilà, ça, c'est géré en hospice. Mais par contre, quand ils rentrent à domicile, ce sont des patients qui vont toujours avoir une asthénie très, très intense il peut y avoir des diarrhées encore résiduelles, encore quelques nausées, vomissements, et aussi une perte d'appétit qui peut prendre plusieurs semaines avant que tout rentre dans l'ordre. Donc, c'est vrai que quand vous avez des patients qui rentrent au domicile en sortie d'autogreffe, voilà, tous ces symptômes-là restent normaux et peuvent prendre plusieurs semaines avant de rentrer complètement dans l'ordre. Voilà, donc une fois qu'ils ont été autogreffés, le traitement n'est pas fini puisqu'ils repassent en hôpital de jour sur le même schéma initial. Donc, on appelle ça la phase de consolidation. Donc, ça, c'est pendant 2 mois. Et ensuite, vient la phase d'entretien. Donc, là, il y aura la prise de la chimiopéros 3 semaines sur 4 pendant 3 ans. Donc, voilà, c'est un gros parcours déjà initial. Pour les patients qui sont non éligibles à l'autogreffe, donc ça va être des patients plus âgés, du coup, plus de 70 ans. On n'est pas fermé à 70. Si c'est 71 et qui sont vraiment très en forme, on va à l'autogreffe. Mais voilà, c'est pour donner un ordre d'idée. Et donc, du coup, des facteurs de comorbidité qui peuvent être là. Donc là, ça va être de l'hôpital de jour avec immunothérapie, donc immunothérapie sous-cutanée en hôpital de jour, chimiothérapie péros et corticoïdes. Il faut savoir que les patients, ils sont vus systématiquement par un pharmacien à l'instauration du traitement. Je pense notamment pour la chimiothérapie péros, pour donner surtout les interactions qu'il peut y avoir. Il y a beaucoup d'interactions avec l'homéopathie, la phytothérapie, thé, tisane. Donc, l'interne va transmettre vraiment au patient un tableau de compatibilité. Il faut aussi savoir que, par exemple, le pamplemousse est un aliment à proscrire qui antagonise beaucoup d'effets de traitement. Voilà, il y a aussi plusieurs conseils au niveau hygiène. Il est conseillé de se laver les mains avant et après la prise des gélules de chimiothérapie. Voilà, l'interne aussi va bien expliquer les effets indésirables qui peuvent survenir
tels que nausées, vomissements, diarrhée, neuropathie et altération du bilan biologique. Voilà, et juste voilà, pour les infirmiers libéraux, au niveau des biologies prescrites à domicile, ce qui est bien, c'est de bien faire les biologies. Je ne sais pas toi, mais ça, nous, si elles ont plus de 48 heures, on refait la biologie systématiquement. Donc, il faut bien voilà, caler les biologies la veille ou l'avant-veille des jours de chimio. Comme ça, on est quitte de refaire, on a vraiment un bilan à jour. Et surtout, le patient reste moins longtemps en hôpital de jour. Voilà. Pour la chimiothérapie Péros, donc qui s'appelle l'énalidomide, c'est le traitement le plus délivré. Ce traitement-là majore vraiment le risque de thrombose. Donc, il est toujours associé à un anticoagulant. Donc, c'est souvent du Lovenox. Voire après, ils mettent aussi de l'anticoagulation Péros. Ouais. Voilà. Donc, la chimio, elle est prise 21 jours sur 28. Il y a plein d'autres traitements, chimiothérapie. Quand le patient, du coup, ne répond pas aux premières chimios, il existe beaucoup de lignes thérapeutiques. Mais voilà, là, on ne va pas rentrer dans les détails à ce niveau-là. Les traitements sont de toute façon réajustables, interchangeables en fonction de l'efficacité, de l'état du patient et bien entendu de l'évolution de sa maladie. Je vais vous parler du coup, c'était pour le... Ouais. Je vais vous parler des effets indésirables des traitements, mais Jennifer l'a déjà très bien expliqué. Alors, il peut y avoir des neuropathies qui peuvent être très handicapantes pour les patients, qui peuvent générer de grosses douleurs, type brûlure, impatience, picotement, et même quelquefois des troubles de préhension, des troubles de la marche, qui peuvent également aussi altérer le sommeil des patients. La prise en charge se fait par antalgique et ou très souvent Lyrica, prégabaline. Une asthénie, on en a parlé, une thrombose induite par le lénalidomide, des troubles gastriques, type diarrhée, constipation, nausées, vomissements, un risque infectieux important. Donc, il y a des traitements préventifs qui sont systématiques, antibiotiques, antiviraux, vaccination à jour. Une alopécie, mais ça, c'est uniquement dans le cadre des autogreffes. Ça génère très souvent, très souvent une angoisse pour le patient. Tout le temps, ouais. Oui. Je pense que c'est ce qui ressort le plus quand ils sont en projet d'autogreffe, c'est que les 4 premiers mois de traitement, du coup, ils ne perdent pas leurs cheveux. Et quand on arrive au plus près de l'autogreffe, évidemment, c'est quelque chose qu'on essaye, qu'on anticipe, puisque l'idéal, c'est qu'ils aient déjà turban ou prothèse capillaire avant d'entrer en hospitalisation 3 à 4 semaines. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, l'angoisse liée à l'alopécie qui est quand même forcément très, très présente. Donc voilà, la solution en tout cas, c'est au moins de l'anticiper et vraiment de conseiller le patient afin qu'il ait turban ou prothèse capillaire en amont. Il y a également l'hémucite avec des soins de bouche préventifs au bicarbonate après chaque repas, voire curatifs si la mucite est installée. Les soins de bouche, c'est après chaque repas et bien insister sur le brossage de langue. Les effets secondaires liés à la prise des corticoïdes. Donc, on va retrouver une irritabilité, excitabilité, hypertension, prise de poids avec rétention hydrosodée et hyperglycémie. Les corticoïdes sont souvent associés au traitement d'immunothérapie et de chimiothérapie. Les effets désirés
sont de contrôler la douleur, qui est quand même très importante chez les patients porteurs de myélome, freiner l'évolution de la maladie en limitant la prolifération des cellules malades, et puis de limiter les réactions allergiques. La dose de corticoïdes peut être diminuée en fonction de la tolérance et de l'âge du patient. Et voilà, en fonction des effets indésirables, du coup, on réajuste les traitements. On écoute une écoute active du patient afin d'adapter au mieux les thérapeutiques. Et puis, les traitements, les doses, les posologiques peuvent être réajustés. On peut, par exemple, diminuer voire supprimer les corticoïdes, ou on peut enlever un produit de chimiothérapie si il est vraiment mal toléré, ou le remplacer, etc. Donc c'est vraiment réajustable en fonction du ressenti du patient. À savoir que donc, quand ils rentrent à la maison sur leur ordonnance, ils ont quasi systématiquement prescrit des antidiarrhéiques, par exemple, des antiémétiques si besoin. Il y a aussi des prescriptions d'antibiotiques si température. Et surtout, si vous avez le moindre doute sur des symptômes persistants, il y a toujours le numéro de téléphone du service avec un médecin d'avis, hématologue, qui est toujours disponible au cas où il y a le moindre doute, et surtout qu'on réajuste les prescriptions si besoin, voire qu'on vienne à hospitaliser le patient. Là, donc, cette fois, on va parler de l'impact lié à la pathologie, donc surtout de l'intervention des soins de support. Donc, actuellement, il y a une enveloppe de 180 € par an et par patient qui est mise à disposition pour la prise en charge de soins de support, donc aussi après leur cancer. Donc, soins de support, psychologue, socio-esthéticienne, assistante sociale, diététicienne, kiné, APA et centre capillaire. Donc, évidemment, les impacts, ils sont sur toutes ces sphères-là, donc psychologiques. Avec l'angoisse, le diagnostic, les traitements, parfois un syndrome dépressif associé. Et comme je disais, tout ce qui se surajoute, notamment par exemple, dans le projet d'autogreffe, l'alopécie. Voilà. Ce qui peut aussi augmenter le problème psychologique, c'est parfois l'isolement, donc notamment dans l'autogreffe où les patients sont hospitalisés 3 à 4 semaines sans pouvoir sortir de leur chambre. Donc voilà, nous avons une psychologue au sein du service qui prend en charge les patients, elle est à 100% dans le service, mais qui peut aussi rediriger les patients qui habitent plus loin vers des psychologues de secteur. Et qui peuvent également intervenir auprès des proches. Oui. Pas à l'extérieur, mais quand les patients sont pris en charge par le CHU en hospitalisation. Au niveau des impacts sociaux, donc évidemment, les impacts sociaux sont présents et surtout dus parfois aux précautions que les patients doivent prendre puisqu'ils ont un risque infectieux. Donc, c'est vrai qu'on peut leur demander d'éviter des lieux bondés, les piscines municipales, par exemple. Donc, voilà. Et évidemment, le lien social qui peut être lié à l'arrêt de travail. Donc, sur le plan professionnel, c'est une grosse prise en charge et en fonction aussi des patients, de l'âge du patient et du statut professionnel du patient. Donc là, il peut y avoir une prise en charge sociale pour pallier aux difficultés des actes de la vie quotidienne, ainsi que pour les personnes isolées. Donc, tous les patients peuvent rencontrer l'assistante sociale afin d'effectuer une évaluation des besoins et des ressources. Et l'assistante sociale, au besoin, va rediriger aussi vers une assistante sociale de secteur si les patients habitent plus loin que le CHU.
Donc, souvent, les premières demandes, c'est des aides ménagères auxquelles nos patients peuvent accéder. Alors, l'assistante sociale, elle a beaucoup de tâches. Elle peut monter plusieurs dossiers, des dossiers MDPH, des dossiers APA et aussi des prises en charge au niveau mutuel et CPAM. Mais moi, surtout, ce que j'ai retenu pour nous, c'est que nous, en tant que soignants, donc infirmiers libéraux, médecins, on peut faire appel à un dispositif d'appui et de coordination qui s'appelle le DAC. Donc, en fait, tous les autres dossiers, MDPH, APA, ça, c'est que l'assistante sociale qui peut gérer et l'assistante sociale peut être demandée que par le patient ou nous en hospice. Mais là, le DAC, on peut vraiment tous demander le dispositif. Donc, ça regroupe des coordinateurs qui accompagnent des patients pour qui la situation médicale est complexe. Et donc, en fait, c'est des patients isolés, enfin voilà, et du coup, on peut les contacter et les professionnels se déplacent au domicile du patient une fois qu'ils ont été sollicités. Donc voilà, je m'étais dit que peut-être ça pouvait être sympa à savoir que nous aussi, on pouvait contacter quelqu'un si vraiment le patient est en difficulté. Vous avez parfaitement raison. Les DAC servent effectivement à ça, à l'appui et à la coordination des parcours complexes. Donc, j'ai mis dans le module de discussion le lien vers la page de l'ARS sur lequel vous allez retrouver les coordonnées du DAC de votre département. Merci. Voilà, au niveau du statut professionnel du patient, donc là, c'est pareil, tout le monde n'est pas égaux. Donc, au niveau des patients qui ont un statut qu'on appelle indépendant, ça va être un statut très précaire, c'est-à-dire que le patient, en fait, il est auto-entrepreneur. Donc, du coup, quand il est en arrêt maladie, il y a une absence de revenus. Donc là, en fait, le conjoint est la seule ressource salariale. Alors, tout le monde n'est pas accompagné. Donc, voilà, ça peut être vraiment, les difficultés peuvent vite être là. Il peut y avoir, du coup, à ce moment-là, des appels au niveau des assurances. Il y a assurance prévoyance ou prêt immobilier aussi qui peuvent prendre le relais. Les salariés du privé, eux, ont des indemnités par la CPAM journalière à 50% du salaire. Les fonctionnaires, les mieux lotis, je dirais, avec pas de perte de salaire pendant 1 an minimum en fonction du secteur d'activité. Et puis après, ce sera prise en charge à demi-tarif. Et puis les retraités, où là, du coup, la prise en charge est beaucoup plus simple. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en fonction aussi de notre activité, les angoisses peuvent être encore augmentées au niveau de cette prise en charge. Les aidants. Donc les aidants peuvent aussi avoir une rémunération. Enfants, neveux, voisins, etc., mais pas conjoints, car aux yeux de la loi, ils se doivent assistance mutuelle. Et il existe aussi à savoir un congé de fin de vie. Donc, il est possible d'avoir un congé de fin de vie pour accompagner un proche. Mais il peut être pris qu'une seule fois dans sa vie. Voilà. Au niveau des impacts, on a donc aussi forcément les impacts physiques liés aux douleurs de myélome, à l'asthénie, perte de l'estime de soi et aux changements aussi physiques. Donc là, on avait un listing. Donc, il y a aussi un listing sur la Bourgogne, mais avec, par exemple, les coiffeurs qui sont agréés pour les prothèses capillaires. Et puis, on a ensuite l'APA. Donc, l'APA qui est, en tout cas pour notre part au CHU, quelque chose qui est en train de vraiment se développer et que les patients apprécient vraiment énormément. Donc, ne pas hésiter à stimuler et bien leur dire que ça existe. Donc, l'APA, en fait, c'est une activité physique adaptée, activité douce, relaxation, respiration, en fonction des goûts du patient et de ce qu'il peut faire ou pas, puisque avec les douleurs, la fatigue, l'activité peut être amoindrie. L'APA, elle favorise le lien social. Il y a des cours qui peuvent être organisés en groupe. C'est une prescription médicale, donc prescription de non-contre-indication, puisque évidemment l'activité chez les patients qui ont un myélome doit être contrôlée, puisqu'il y a toujours ce risque de fracture spontanée qui est persistant.
Et donc, voilà, il existe plusieurs centres dans le département. Et donc, on avait mis, il y a un lien aussi Internet. Je ne sais pas s'il y est là. www.irfc.fr/314- le plan de conseil pour se soigner. Voilà. Et alors, des impacts, on en a toujours, d'ordre sexuel. Donc, baisse de la libido, évidemment. C'est souvent un sujet qui est tabou, les patients n'osent pas trop nous en parler, mais qui est quand même présent et source de questionnement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le port du préservatif est quand même recommandé, surtout pour éviter le risque de MST chez le patient qui va être fragilisé, et aussi pour la protection du partenaire, car on peut retrouver le lénalidomide, donc la chimiopérose, dans les sécrétions vaginales ou séminales. Il y a aussi évidemment un risque tératogène, donc c'est-à-dire de malformation congénitale chez les enfants exposés in utero. Alors, le myélome est une maladie, je dirais plutôt du sujet âgé, même si on a quelques cas de plus en plus jeunes qui apparaissent. Puis, comme je dis, on peut être âgé et puis avoir une vie sexuelle. Donc, voilà, il y a possibilité, évidemment, s'il y a des questions, des problématiques de ce côté-là, de voir pour une consultation urologique. Il n'y a pas de sexologue sur l'hôpital, mais il y a une urologue, je ne me souviens plus de son nom, qui fait quelques consultations de cet ordre-là, mais c'est vrai que c'est dommage, ce secteur-là n'est pas très, très développé sur le CHU de Besançon. Et pour terminer, le côté nutritionnel, donc avec certains aliments qu'on va éviter, voire proscrire, notamment la viande crue ou peu cuite. Excusez-moi, je pense qu'on n'a pas la bonne diapo à l'écran. Après, c'est les displays. Ah, bon, d'accord. Voilà, donc au niveau nutritionnel, excusez-moi. Du coup, où les patients on leur dit d'éviter la viande crue, par exemple, pour pas amener de bactéries, toujours dans cette idée de les protéger, vu qu'ils ont un risque infectieux accru. Ils ont donc souvent une corticothérapie, donc favoriser une alimentation hypossédée et surveillance du risque de diabète cortico-induit. Et puis, ce sont des patients qui sont plutôt souvent vus par la diététicienne, notamment pour favoriser la prise de compléments alimentaires si l'appétit est médiocre. Donc là, il y a plusieurs aussi choses à proposer. Alimentation fractionnée. L'alimentation froide, souvent, passe mieux quand ils sont sous chimio. Et puis aussi, ce qui peut y arriver et dont ils peuvent se plaindre, c'est de la modification du goût. La chimiothérapie modifie le goût pour certains aliments et ça peut durer vraiment très, très longtemps. Donc, voilà, bien les rassurer s'ils s'en plaignent et vraiment essayer de favoriser l'alimentation plaisir. Le lénalidomide dont on vous a parlé précédemment, j'ai déjà eu plusieurs patients qui se sont plaints de ne pas avoir une modification de goût, mais une diminution assez franche qui fait qu'ils ont beaucoup moins d'appétit, beaucoup moins de plaisir à manger. Et dans certains nouveaux protocoles, un protocole dont on ne vous a pas parlé parce que c'est un peu peut-être trop pointu pour vous, qui s'appelle MIDAS, le traitement peut être amené à être pris pendant 2-3 ans. Donc, c'est très long et malheureusement, on n'a pas grand-chose à proposer pour ce souci-là. La perte de goût, c'est compliqué, à part favoriser l'alimentation plaisir. Mais voilà.
faut savoir que l'idéal, c'est que le patient il a un état nutritionnel vraiment correct pour supporter déjà les traitements. Donc, c'est vrai que si on commence à avoir des problèmes nutritionnels, après, le risque, c'est la sonde nasogastrique, quoi. Donc, si on peut éviter… Oui. Puis ça peut jouer aussi énormément sur le moral, quoi. Des patients pour qui s'alimenter était vraiment un plaisir et voilà, ça peut être compliqué. Surtout quand ça dure très très longtemps comme ça. Voilà, pour terminer, alors on va passer rapidement, mais je disais que c'était quand même important de le notifier, puisque en hématologie, quand même, les traitements, ils évoluent beaucoup, rapidement. Donc, le myélome, c'est incurable, mais derrière, on a quand même des solutions au niveau thérapeutique, et notamment, donc, la petite dernière, donc, qui s'appelle bispécifique. Donc, c'est quoi? C'est une monothérapie qui redirige les lymphocytes T du patient vers 2 cibles cellulaires afin d'activer son système immunitaire. Ça ne guérit toujours pas le myélome, mais l'avantage de ce traitement-là, c'est qu'on peut aussi cibler des traitements, des patients qui sont âgés, en échec, mais âgés. On fait des bispécifiques à des patients qui ont 80, 85, voire même plus. Et c'est plutôt bien toléré. Donc voilà, ça avance. Alors, c'est pas anodin. Les premières injections se font en hospitalisation. C'est de la sous-cutanée. On fait les premières injections en hospitalisation pour voir la tolérance, puisque ça peut être compliqué au niveau de la tolérance. Donc, quand on commence ça, les patients vont être hospitalisés déjà d'emblée 10 à 15 jours. On fait le traitement et une fois que le traitement est lancé et bien toléré, le patient va continuer en hôpital 2 jours. Alors, ce n'était pas prévu initialement, mais il y a quelques semaines, parce que c'est arrivé chez nous en septembre. Donc, il y a quelques mois déjà. Avant. Et initialement, il était prévu que les patients reçoivent une injection par semaine jusqu'à ce que la maladie ne rechute pas, quoi. Donc, ça veut dire que les patients peuvent avoir une injection par semaine pendant des années et des années. Et là, on s'aperçoit que de plus en plus de patients ont des injections qui sont espacées à 15 jours, voire 3 semaines. Ce qui veut dire que le patient va venir en hôpital 2 jours, recevoir son injection. Entre l'heure où il arrive et l'heure où il repart, il se passe maximum 1 heure. Et ça, toutes les 2, voire 3 semaines. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau de la qualité de vie, les patients gagnent énormément. Et en fait, on peut même dire que parfois, ils prennent plaisir à venir nous faire un petit coucou toutes les 3 semaines et c'est tout, quoi. Donc, par rapport à ce qu'ils ont pu connaître avant, c'est vraiment très, très confortable pour eux. Et le traitement est très souvent bien toléré. Alors, nous, en hospice, non. Donc oui, là, la diapo que vous avez, c'est vraiment ce qui se passe en hospitalisation quand on introduit le traitement. Donc, du coup, il peut y avoir ce qu'on appelle un CRS et donc du coup il y a quand même, au début c'est très mal toléré, fièvre, hypoxie, frisson, donc les patients ils disent oh là là mais qu'est-ce qu'ils me font, mais c'est vraiment ça pendant les 3 premières injections qu'on fait en hospitalisation et après en hôpital 2 jours ça se passe plutôt très très bien. Mais voilà, ce traitement aussi va toujours induire de la prévention des infections, donc toujours antiviral, antibiothérapie prophylactique et des vaccins à jour de la même façon que le reste. Voilà, ça c'est toujours les problèmes qu'il peut y avoir pendant le traitement, pendant l'hospitalisation. Après, il n'y a plus trop de problèmes. Je laisse conclure. Oui. Donc pour conclure, le myélome est une maladie incurable qui induit plusieurs années de traitement. Et un impact sur le patient qui est quand même important. Une prise en charge longue et récurrente. Et on a terminé en disant qu'en 20 ans, on avait accès
à de nouvelles molécules qui montrent une survie nette à 5 ans de 42 à 60. Je ne sais plus, 62. Non. C'est marqué 63. Oui, mais 63. Voilà. Et en parlant de nos expériences, moi, je suis arrivée en hématologie, du coup, il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, on avait 2 produits de chimiothérapie, je crois, Velcade et... Je sais pas, moi, quand je suis arrivée, ça a ouais, beaucoup bougé. peut-être 1 ou 2. Et puis maintenant, on a 6-7 molécules à peu près. Ouais, en fait, on peut mixer vraiment. 6-7 molécules. Et voilà. Et maintenant, on mixe un peu toutes les molécules. Avant, les protocoles étaient très, très carrés. Et maintenant, on se retrouve à faire un peu plein de choses et voilà, on voit que voilà, rien qu'en 10 ans, l'évolution est En énorme. tout cas, on va dire que la survie des patients a vraiment augmenté. Voilà, donc pour cette petite présentation, donc on va vous laisser maintenant la parole. C'est une maladie de la moelle osseuse, c'est une hémopathie maligne, c'est-à-dire une prolifération au sein de la moelle osseuse de certains types de cellules. Dans le myélome multiple, les cellules clonales malades sont les plasmocytes. Rappelons que la moelle osseuse, contenue dans nos os, est le site de fabrication des cellules de notre sang, les globules rouges, les plaquettes et les globules blancs, dont dérivent les plasmocytes. Les plasmocytes sont des cellules normales du système immunitaire dont le rôle physiologique est la production des anticorps. Dans le myélome multiple, cette cellule va devenir anormale, elle prolifère, elle devient clonale et elle produit en excès un certain type d'anticorps qui est toujours le même. C'est ça qui définit la présence d'un myélome multiple. Il n'y a pas un seul type de myélome, il y a plusieurs formes de myélome. C'est une maladie extrêmement hétérogène. La forme la plus classique est le myélome multiple à immunoglobuline complète, ce qu'on appelle IgG ou IgA, avec une chaîne légère qui est soit kappa, soit lambda. Toutefois, il y a 15 à 20% des patients qui ont un myélome qui n'est pas fait de chaîne complète, mais uniquement de chaîne légère, qu'on appelle un myélome multiple à chaîne légère. Ça, c'était la première. Tout le monde a pu entendre, c'est bon? Oui. Oui. Eh bien, on va faire la deuxième. Je ressentais depuis la fin de l'année 2013 une certaine fatigue, mais que j'imputais à l'âge, j'allais sur mes 67 ans. Et puis, j'ai voulu porter un lourd poste de télévision et j'ai senti quelque chose qui n'allait pas dans les vertèbres. Donc, j'ai été voir mon médecin généraliste, je pensais que c'était un tour de rein. J'ai passé un scanner. On a détecté une vertèbre de cassée. J'ai une très grande fatigue, voire pendant plus d'une année, avec une transpiration la nuit que je trouvais anormale parce que je devais me lever vers 2 heures du matin pour changer mes parures de drap. En 2015, j'étais donneur de sang universel. L'Institut français du sang m'appelle en début de rentrée, donc en septembre, pour me demander de faire un don de plasma. Même pas une semaine après, j'ai été contacté par l'Institut français du sang me disant qu'il y avait quelque chose d'anormal qui avait été identifié. Ça a commencé par une chute sur le dos qui a provoqué un désagrément, voire un blocage un peu du dos. Je suis allé consulter mon médecin traitant et n'aimait pas ça, donc il m'a dit on fait une radio. Mon médecin traitant, au départ, pensait à un impago. Et puis, plus ça allait, plus j'avais mal. Au point que je ne pouvais plus m'allonger le soir pour dormir et je dormais dans un fauteuil. Je me suis senti un petit peu fatigué, j'ai perdu du poids. Je ne me suis pas inquiété outre mesure et j'ai attendu que mon médecin généraliste revienne de congé début septembre pour le consulter. Il m'a prescrit une analyse de sang. Le lendemain matin, à 8h15, j'avais un appel du médecin me disant de me rendre aux urgences. Et là, on a découvert que j'étais en insuffisance rénale sévère. En 2011, j'avais déjà eu une rupture spontanée de côte. Les médecins m'ont mis un corset. Et ce corset, j'étais de moins en moins à l'aise là-dedans. J'avais l'impression de me casser en deux.
Et c'est là qu'on a découvert que c'était une urgence médicale, chirurgicale même. Comme tout bon bricoleur qui a une maison, qui bricole le dimanche, qui paye ses a mal au dos le lundi matin. Donc j'ai pu voir mon médecin traitant qui m'a diagnostiqué un bon lumbago, une semaine de repos. Je reprends le travail en me levant de mon bureau pour aller faire une photocopie. Une grosse décharge électrique au niveau de la colonne vertébrale et je me suis écroulé. Le myélome est une maladie un peu particulière parce qu'il y a bien sûr des symptômes qui peuvent révéler la maladie, mais il y a beaucoup de manifestations biologiques et donc c'est une maladie où on a besoin de la biologie. La clinique ne suffit pas toujours pour faire le diagnostic. Les symptômes les plus fréquents, quand il y en a, sont une fatigue, un essoufflement, des douleurs osseuses, des tassements vertébraux, voire des fractures. D'un point de vue biologique, une insuffisance rénale ou une hypercalcémie, c'est-à-dire une augmentation du calcium dans le sang, peuvent être retrouvées. Si on prend les principales complications, la première des choses, c'est qu'il y a des cellules anormales dans la moelle. Ces cellules anormales, elles se multiplient et la moelle osseuse, c'est un espace fermé. Donc à un moment, s'il y a des cellules qui prennent de la place, elles vont empêcher la moelle normale de travailler. Et donc, on va voir apparaître des baisses de globules et notamment de l'anémie, une baisse des globules rouges. Alors, à l'extrême, si l'anémie est vraiment importante, les patients peuvent se sentir essoufflés parce que les globules rouges transportent l'oxygène. La deuxième complication importante du myélome, c'est lié à la production de l'anticorps et surtout à la production de ces fragments d'anticorps qu'on appelle les chaînes légères. Donc, les chaînes légères sont petites et même quand le rein fonctionne bien, elles sont tellement petites qu'elles passent dans les urines. Quand il y a beaucoup de chaînes légères dans les urines, ça va boucher les tuyaux des reins et donner ce qu'on appelle de l'insuffisance rénale. La troisième complication, et là qui va donner des symptômes chez les patients, c'est l'atteinte osseuse. Dans nos os, il y a des cellules qui fabriquent de l'os et des cellules qui en détruisent. Et le myélome a la particularité, les cellules tumorales freinent les cellules qui fabriquent de l'os et accélèrent au contraire les cellules qui en détruisent. Et donc petit à petit, chez les patients atteints de myélome, on va voir apparaître des trous dans les os qui vont fragiliser l'os. Alors au départ, elles sont totalement asymptomatiques. Et puis de temps en temps, elles peuvent devenir symptomatiques quand il y a des fissures, des fractures qui apparaissent. Et ces lésions osseuses, malheureusement, elles peuvent se compliquer de fractures au niveau des membres, donc les bras, les jambes, mais aussi au niveau de la colonne vertébrale. Et on voit malheureusement des patients arriver avec des fractures, des tassements de vertèbres très douloureux. Enfin, comme le myélome accélère la destruction osseuse, une augmentation du calcium peut apparaître dans le sang. En tout cas, Mélissa et Jennifer, merci beaucoup pour votre présentation très complète. Le temps d'échange peut être ouvert, donc bon, il n'y a pas de questions dans le module de discussion, mais si vous voulez prendre la parole, chaque participant, chaque participante peut ouvrir son micro et puis poser une question à nos intervenantes. C'est maintenant ou jamais, parce qu'après, ça va être compliqué. Moi, j'avais une question sur l'enveloppe des 180 €. Je n'ai pas compris en fait d'où vient ces 180 € et en fait à quoi ils servent. Je n'ai pas compris. C'est la Sécu qui donne ces livres. C'est la Sécurité sociale qui délivre 180 € par patient par an. Pour la prise en charge des soins de support. Voilà. Et c'est dispatché, ça peut être dispatché en plusieurs... C'est utilisable librement par le patient pour l'esthétisme, pour la coiffure, pour tout ça. Pour le sport, parce que tout n'est pas gratuit malheureusement. Et par exemple, les séances à pas peuvent être amenées à être payantes. Et donc, du coup, le patient, s'il veut, il peut utiliser son enveloppe à l'année de 180 € pour réaliser ses séances de sport, par exemple. Ou du coup, dans d'autres soins de support. Mais par contre, je pense que tu sais, je pense que tu sais peut-être pas non plus. Je ne sais pas si les 180 € peuvent être utilisés uniquement, par exemple, pour l'APA ou si ça peut... Ouais, je ne sais pas. Si, par exemple, il n'y a que l'APA qui l'intéresse, je ne sais pas si il peut utiliser toute l'enveloppe pour uniquement un soin de support. L'assistante sociale ou le DAC saura peut-être répondre et conseiller la personne. Oui. Si vous me permettez, je peux compléter un peu. Les soins de support, c'est pour améliorer la qualité de vie de la personne. Donc, en fait, elle peut l'utiliser soit que pour le psychologue, soit que pour la diététicienne, mais ils peuvent aussi l'utiliser une consultation vers le psychologue, une consultation vers la diététicienne, enfin voilà. Mais il faut savoir que les consultations sont quand même pas données, donc 180 €, c'est utilisé. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Mais en fait, ils peuvent cumuler plusieurs consultations avec cette enveloppe.
Et voilà, il faut juste faire la demande au niveau. Si vous allez sur le site de l'ARS, vous avez des informations sur cette enveloppe-là. Vous tapez l'accès aux soins de support et vous allez avoir des informations pour faire bénéficier vos patients s'ils ne sont pas au courant de C'est surtout que cette enveloppe-là, elle est utile en post-prise en charge. Voilà, c'est après pendant qu'ils sont pris en charge, ils ont quand même accès aux soins de support au sein de l'hôpital. Donc, c'est vraiment pour faire le relais après les traitements. Elle est maigrichonne, cette enveloppe, mais elle a le mérite d'être là que depuis l'année dernière. Exactement, oui. Donc, voilà. ça s'arrange. Pour tous les patients qui ont un cancer, pas seulement ceux qui ont un myélome. Voilà, c'est pour tous les patients qui ont un cancer Et du coup, cette enveloppe-là, les patients, c'est eux qui doivent en faire la demande? Ah oui, elle n'est pas systématiquement versée. Hein. Donc, ils doivent faire la démarche. Ça, c'est la démarche avec l'assistante sociale. Oui, il y a des critères. Hein. Il y a des critères d'inclusion. La plupart des patients ne sont pas au courant de cette enveloppe. Hein. Ah non, moi, j'en ai jamais entendu parler. Oui. Je suis infirmière à domicile, donc je suis pas mal de patients qui sont en chimio pour différents. C'est récent, hein. Et je sais. Oui, c'est depuis l'année dernière. C'est récent, c'est peut-être pour ça. Oui, ok. J'ai pas vu d'infos passer et c'est vrai que je me dis, notamment, moi, là, en ce moment, j'ai plusieurs dames qui ont des cancers du sein. Donc, du coup, même si 180 €, c'est pas beaucoup, mais pour les perruques, je pense que c'est sûr. Voilà, il faut qu'elles se renseignent sur leur lieu de traitement. Je vous ai mis un lien dans le module de discussion qui renvoie sur le site de l'IRFC, qui parle justement de ce dispositif des 180 €. A priori, il y a une prescription médicale obligatoire. D'accord. Qu'elles se renseignent sur le lieu où elles font où elles sont suivies. J'ai j'en ai qui sont suivis. Moi, je suis limitrophe Lyon-l'Aube, donc j'ai des patients qui sont dans l'Aube, des patients qui sont dans Lyon. Et même dans Lyon, j'en ai qui sont à l'hôpital et d'autres à la clinique. Et je n'ai pas du tout entendu parler. À se renseigner alors. Ouais. Enfin, en tout cas, voilà, c'est une bonne info à savoir et je vais pouvoir transmettre aux patients après. Tout à fait. Merci. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on n'a plus qu'à vous remercier pour votre présentation qui a été quand même très claire. Moi, n'étant pas du milieu, enfin, pas infirmière de formation, j'ai compris plein de choses aujourd'hui. Merci. J'espère que ça a été intéressant au niveau des infirmières à domicile, que vous avez pu avoir des infos qui vous sont utiles. En tout cas, merci beaucoup parce que ça permet de comprendre plus de choses, pourquoi on fait des choses à domicile et c'est bien pour pouvoir expliquer un petit peu aux patients. Je suis infirmier libéral en Côte d'Or et je suis président d'une CPTS aussi et c'est vrai que c'est quelque chose, l'intervention que nous, on pourra aussi retransmettre à tous nos adhérents, parce qu'on a une 60aine d'infirmiers libéraux, et puis on les incitera à les regarder. Et puis il y a des petites infos, vous voyez, comme les 180 €, on n'en avait pas du tout connaissance, et c'est vrai que c'est bien d'apprendre des petites choses comme ça. Les 48 heures pour aller piquer les bilans sanguins, parce que bien souvent les patients, non, ce week-end je vais être tranquille, je vais en chimio lundi, venez me piquer le vendredi. Et bien souvent, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on les repique là-bas, mais bien maintenant, on pourra leur expliquer pourquoi. Voilà, c'est ces petites infos qu'il faut que ça avance un petit peu plus tous les jours. Merci beaucoup. Et je suis vice-président du DAC de Côte d'Or aussi. Et effectivement, le DAC peut être sollicité par tous les professionnels de santé, par les familles, quand il y a vraiment des dossiers complexes où on ne sait pas dans quel sens aller, quelles sont les ressources du territoire. C'est complément des CPTS, parce qui travaillent énormément dessus aussi pour savoir ce qui existe dans le territoire. Donc, les professionnels peuvent directement contacter leur CPTS et puis les DAC qui travaillent main dans la main. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci beaucoup, mesdames. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup tout le monde. Merci.